Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne Datastat. Vous êtes les bienvenus. Et je suis très ravi d'être parmi vous. Alors, pour cette vidéo, nous allons toujours continuer avec notre formation sur Stata. Notamment, on va commencer notre programme, comme présenté dans le programme d'analyse des données. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, regardez la playlist, là où j'ai expliqué comment va se dérouler le cours sur Stata. À présent, on va donc commencer avec notre première analyse des données, notamment une analyse univariée. Alors, je fais cette vidéo au départ pour vous expliquer comment cette formation va se dérouler jusqu'à arriver à faire des analyses, jusqu'à faire des prédictions. Après avoir fait une partie, on a fait une partie de théorie, expliquer sur les variables, expliquer comment le logiciel fonctionne. À présent, on va maintenant toucher du doigt aux variables, ou bien aux bases de données, ou bien au jeu de données. Donc à présent, donc, nous allons commencer avec notre première étude, une analyse univariée. Alors, sans plus tarder, je vais donc chercher à ouvrir une base de données ou bien un jeu de données. Alors pour cela, je rentre dans mes fichiers. Je vais ouvrir cette base de données. C'est déjà en version Stata. Donc dès que je clique, ça me montre Stata et les différentes variables. Et la base de données a été déjà importée. Ok. Voici ma base de données, voici les variables. Je peux toutefois explorer. Ici, je vous ai montré que ici c'est pour voir vos visualisations. Ici, vous pouvez voir, mais toutefois vous pouvez modifier. Là, vous voyez le curseur. Ok. Ça donne la même chose. Attendez. Là, ça me donne la base de données. Voilà, j'ai ma base de données ici. ID, graphe, nom, prénom, ainsi de suite. Alors, voici la base de données des ménages. Je peux faire ceci, mes différentes variables, revenus, épargne, consommation, et ainsi de suite. Alors, j'ai mes données quantitatives, n'est-ce pas? Stata montre, d'après mes modifications, d'après mes paramètres. En rouge, je vais dire les variables qualitatives. Et en noir, comme ceci, ça veut dire les variables quantitatives. Alors, en ce qui concerne cette vidéo, on va d'abord étudier une analyse univariée des variables quantitatives. Alors, face à une variable quantitative, si vous voulez faire une description d'une variable quantitative, c'est l'objectif de cette vidéo. Si tu es arrivé ici, alors n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Tu ne manqueras pas d'autres vidéos qui pourront t'aider à mieux faire des analyses. Alors, on va prendre une variable quantitative. Je peux, ici, tel que je disais, je profite d'expliquer, je ne peux pas faire des modifications à ajouter. Parce que j'ai ouvert la base de données ici. Je ferme ici. Quand j'ouvre la base de données ici, deuxième bouton, là, j'ai la main de faire des modifications, bien de compléter des observations. Je peux compléter des observations, faire une saisie de données. Déjà, j'avais fait une vidéo sur la saisie de données sur Stata. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, regardez dans la playlist, saisie de données sur Stata. Alors, on va donc débuter avec notre étude univariée, une variable quantitative. Quand vous avez une variable quantitative, vous pouvez déterminer les paramètres de tendance centrale, les paramètres d'opposition, les paramètres de dispersion, les paramètres de forme. Donc tout ça, vous pouvez le déterminer sans problème. Alors comment on fait pour le déterminer? Alors, tout simplement avec une commande rapide. Avec Stata, il y a des manières d'utiliser Stata. Vous pouvez venir ici, là où il y a statistiques, et faire les summarize, summarize des données. Tout comme vous pouvez utiliser les codes. Donc ici, je vais utiliser les codes pour vous faciliter la tâche. Ok? Alors, donc on va utiliser une commande qui permet de donner plusieurs indicateurs, des variables quantitatives, compris la moyenne, la médiane, et même les paramètres de position.
hein, les quartiers. Et les quartiers, ainsi de suite. Donc, on va venir ici dans la commande. On va écrire Samouraï. Samouraï. Espace, je prends les dépenses des ménages. Je double-clique ici sur la variable. Ou bien vous pouvez saisir tout ici. Quand je double-clique ici, la variable vient ici. Je reviens. Et puis mettez virgule. Vous écrivez détail. Ok? Donc, Samoise. Et Samoise, ici, il y a A. Hein? Ici. Il y a A ici, Samoise. Et Z. Mon clavier ici, au lieu de Z, c'est Y. Donc, comme une erreur, c'est Z. Samoise. Alors, dès que vous cliquez sur Entrée, voici le résultat. Ok? Donc, voici les résultats. Alors, est-ce qu'on peut sauvegarder nos résultats? Bon, je pense d'abord oui, on peut sauvegarder. Donc, pour sauvegarder les résultats, on avait fait ça. Venez dans File, n'est-ce pas? Venez dans Log, n'est-ce pas? Begin. Je mets ça je laisse ici. Univario Tuto. Donc, je vais mettre ça, je vois déjà la raccourci 15 formation starter, je dis seulement Univario Tuto. Univario. Pour me souvenir, Univario Tuto. Hein, pour sauvegarder mes sorties machine. Tuto. Ok, j'enregistre. Je connais la sortie. La sortie ici, c'est dans ici, disque des formations data. Et j'ai enregistré. Et ça commence. Donc je répète donc la commande. La commande était enregistrée ici. Fait ici. Je viens là pour que cette sortie, je puisse voir ça. Alors, voici notre sortie machine. Alors, on a ici observation. On a combien d'individus dans notre base de données, dans notre jeu de données. Je vous rappelle, je vais faire une vidéo sur les différents trois types de jeux de données. On a donné en coupe instantanée, en coupe transversale. On a donné des séries temporelles et à série chronologique, données de séries temporelles, données de séries temporelles ou les données chronologiques. Et en fait, il y a des données des panels. Je vais faire une vidéo pour vous distinguer les trois types de données et quel type d'analyse qu'il faut pour chaque jeu de données. Alors, pour cette vidéo, on a une donnée instantanée. C'est une photographie à un instant T. Donc, on peut faire nos indicateurs. On peut déterminer nos indicateurs tels que nous voyons dans notre sortie machine. Alors, on a ici 20 observations. Ici, il s'agit des ménages. On a 20 ménages. Alors, min veut dire la moyenne. Si vous mettez ici 1000 et puis à varier, ça vous donne la moyenne. Voici la moyenne. Alors, les dépenses moyennes est de ce montant-là. 760 980,6, c'est la moyenne. Donc, en moyenne, les ménages dépensent ce montant. Et comment on interprète la moyenne? Alors, la moyenne s'interprète comment? Si tous les ménages dépensaient le même montant, alors le montant serait de 7060 980,6. Voilà, c'est un indicateur global. Voilà, c'est un indicateur global qui montre la performance de tous les individus dans une base de données. Donc, si on prenait l'hypothèse selon laquelle que tous les ménages faisaient les mêmes dépenses, dépensaient le même montant, donc le montant serait donc de ce montant que vous voyez, c'est la moyenne. Donc, les dépenses moyennes est de 760 980,6. Et si je prends les notes dans une classe de 20 individus, si la moyenne égale à 12, donc je peux dire la note moyenne de 12. C'est-à-dire que si tous les élèves avaient eu la même note, ça veut dire cette note serait de 12. Parce que tous les individus avaient eu la même note. Si tous les individus avaient eu la même note, ça veut dire que cette note-là est 12.
C'est comme ça qu'on interprète la moyenne. Et ici, nous avons l'écart type qui montre la dispersion, n'est-ce pas? Alors, paramètres de dispersion, nous avons notre écart type ici. La variance, elle est là, ainsi de suite. Bon, regardons d'abord maintenant, ici, vous voyez 50% là, 50% ça représente la médiane. Hein, pour calculer la médiane, comment médiane, vous mettez la variable, ça vous donne la médiane. Hein, médiane. La médiane, c'est là. Alors, comment on interprète la médiane? La médiane, c'est un paramètre de tendance centrale. Ce paramètre nous permet justement de diviser une série statistique en deux parties égales. Et que la médiane nous permet de diviser une série statistique, une distribution en deux parties égales. Tel que même notre sortie machine, tel que vous voyez le curseur, 50, c'est-à-dire que l'autre moitié divise 50-50, n'est-ce pas? Ça veut dire ici nous avons 710 556. C'est-à-dire que les 50% des ménages ont dépensé moins ce montant et l'autre 50% des ménages ont dépensé plus ce montant. C'est-à-dire qu'ils ont dépassé, ont dépensé plus que ce montant-là. Donc, la médiane nous permet de dire que si je calcule la médiane des notes des élèves est de 12 par exemple, c'est-à-dire que 50% des élèves ont eu la note inférieure à 12 et l'autre 50% des élèves ont eu la note supérieure à 12. Donc, moitié-moitié. Donc, l'autre moitié inférieure à la médiane et l'autre moitié supérieure à la médiane. Donc, ça nous permet de diviser une série statistique en deux parties égales. Donc, ici, nos ménages, il y a 50% des ménages ont dépensé moins ce montant et l'autre 50% des ménages, l'autre moitié des ménages ont dépensé, ainsi de suite, ceci. Cela signifie quoi? Dans nos bases de données, on a 20 individus. Ça veut dire que 10 ont dépensé moins ce montant qui est de 710 556 et l'autre 10 ménages ont dépensé et l'autre 10 ménages ont dépensé plus que 710 756. C'est ce qu'on peut dire sur la médiane. Et on peut comparer la médiane avec la moyenne. On constate que la moyenne est légèrement supérieure à la médiane. Hein, la moyenne est supérieure à la médiane. Ce qui suggère que quelques dépenses élevées tirent de la moyenne vers le haut. C'est-à-dire une autre moyenne est légèrement supérieure, tel que vous voyez. C'est ça qui ramène les dépenses élevées. C'est-à-dire qu'avec la moyenne, quand il y a des valeurs, il y a plus de valeurs, n'est-ce pas? Il y a des grandes valeurs, on a tendance à avoir une moyenne élevée. Vous comprenez, non? Voilà. Ça veut dire que notre moyenne étant supérieure à la médiane, ça veut dire que quelques dépenses élevées, les dépenses élevées ont permis que cette moyenne soit plus élevée. C'est ça, en fait, on peut comparer, on peut dire quand on regarde la médiane et quand on regarde aussi la moyenne. Vous voyez, dans une série statistique, si vous voyez une moyenne est très élevée, ça veut dire qu'il y a eu des individus qui ont eu vraiment des notes très élevées. C'est-à-dire qu'ils ont eu, si je prends la série comme les notes, ça veut dire que certains individus ont eu des notes très élevées. C'est pour cela qu'on peut constater une moyenne supérieure. Cet indicateur peut nous tromper parce qu'il peut avoir une grande dispersion. Il y a eu tellement on appelle ça comment? Des notes très élevées ou bien des dépenses très élevées. Et du coup, lorsqu'on calcule la moyenne, on a une moyenne élevée. Mais par contre, quand on regarde la série, si on regarde le min et le max, si on regarde, ainsi de suite, on peut constater que il y a une grande dispersion. Et la moyenne ne nous donne pas, en fait, cette information. C'est pourquoi il faut calculer le quartier. Alors, ici, comme vous voyez ici, ça signifie tout simplement, ça là, le max, n'est-ce pas? Et ça là, ça signifie tout simplement
excusez, ici, comme vous voyez, voilà, 200 000, comme vous voyez 200 000 ici, ça signifie le min. Et enfin ici, ça signifie justement le max. Ici, nous avons le min et en bas ici, nous avons le max. Voici notre dépense sont autour de 200 000 et de 1 million et quelques, tel que vous voyez ici. Tel que vous voyez ici. Min, max. La plus petite valeur de la série et la grande valeur de la série. Alors, voici un peu les indicateurs. Voyez maintenant les indicateurs de position. Les indicateurs de position, c'est un indicateur qui nous permet de diviser une série statistique en alpha parties égales. Tel que ici, nous voyons, ici c'est le premier quartile. Premier quartile, 25%, 1 sur 4. 1 sur 4 qui donne 25%. Hein, façon quoi. Ici, 1 sur 4. Hein, premier quartile. Ici, 75, troisième quartile. Hein, ici, vous pouvez voir d'autres quartiles, ainsi de suite. À quoi servent ces paramètres-là? Ces paramètres-là nous permettent de dire que 25%, ici, comme vous voyez, 25% des individus ont dépensé moins ce montant que vous voyez. Et c'est combien déjà? 418 376,5. Donc, il y a 25% des individus ont dépensé moins ce montant et 75% des individus, ou bien de nos ménages, s'agissant de notre base de données, de nos ménages, ont dépensé plus ce montant. Et si je viens ici, là où il y a 75, il dit 75% des individus ont dépensé moins ce montant et 25% des individus ont dépensé plus que ce montant que vous voyez. Ça, c'est le troisième quartile. Ainsi de suite. Ici, si je viens en 90 ici, donc 90% des individus ont dépensé moins ce montant et 10% des individus ont dépensé plus que ce montant. Voici comment on interprète les paramètres de tendance et plutôt les paramètres d'opposition. Alors, venons maintenant là où il y a Skimmness ainsi que Quartise. Alors, donc nous avons ici Skinny en anglais, ceux qui maîtrisent l'anglais, Skinness, qui signifie juste asymétrie. Alors, et cette valeur c'est 0,82, voilà, 0,82, ainsi de suite. Alors, comme cette valeur est positive, c'est-à-dire justement que la distribution est asymétrique à droite. Hein, cette valeur est positive, c'est-à-dire que la distribution est asymétrique à droite. Donc, il existe quelques observations, quelques ménages de dépenses élevées qui allongent la queue droite de la distribution. Comprenez? Donc, il va exister quelques ménages, quelques observations, quelques ménages de dépenses élevées qui donc allongent la queue droite, la queue droite de la distribution. Alors, parlons maintenant de l'autre. Alors, kurtosis, hein, qui signifie seulement aplatissement. Pour une loi normale, kurtosis est égal à 3 pour une loi normale. Ok, égal à 3. Alors, pour notre valeur, c'est inférieur à 3. Cela signifie tout simplement que notre distribution est légèrement plus aplatie que la normale. Notre distribution est plus aplatie que la loi normale. Hein? Si on voit la loi normale, c'est comment je peux. On va voir la normalité des variables. Je vais vous montrer la courbe de la loi normale. Bon, pour cette vidéo, c'est pas l'objectif. Donc, retenez seulement que pour la loi normale, notre kurtosis, notre grandeur, notre paramètre aplatissement est égal à 3. Ici, on constate que c'est inférieur à 3, ça veut dire que notre distribution, notre variable, n'est-ce pas, est plus aplatie que la normale. Avec des queues un peu moins épaisses.
Voici, on a fait euh, on appelle ça comment? Interprétation. On a ici, ça c'est les parties des quartiles, vous pouvez interpréter. Je vous ai montré, ça c'est le troisième quartile, ça c'est quoi? Ça c'est on appelle ça comment? Le premier quartile, troisième quartile, ça c'est la médiane. Deuxième quartile, c'est seulement la médiane. Et ainsi de suite. On a interprété. Ça c'est les mines, ça c'est le max. Donc nos dépenses vont donc de ce montant qui est là. C'est 200 000 à 1 million, 1 681 350. Voici notre interprétation de min et max. Alors à présent, on va voir le graphique populaire qu'on parle souvent en statistique qui est boîte à moustache. Donc je vais faire une petite, je vais faire quand même des commentaires sur ça. On va voir. Non, là je vous présente donc ce graphique box plot, boîte à moustache. Voici un peu les différents boîtes à moustaches que nous avons. Je vous montre un peu. Ouais, ça c'est l'horizontal, ça c'est, voilà, que vous voyez. Ce graphique-là, on va faire ça sur Tata. Graphique populaire en statistique. Ici, je vais d'abord vous montrer voilà, un peu de commentaires sur ça. Voilà. Voilà, un peu d'histoire. Dans les représentations graphiques des données statistiques, la boîte à moustache, aussi appelée diagramme en boîte, ou bien boîte à pattes, ou boîte de Tukey en anglais. Voilà, box plot en anglais, plus simplement box plot, ou bien whisker plot, est un moyen rapide de figurer le profil essentiel d'une série statistique quantitative. Elle a été inventée en 1952 par Mary et Eleanor Spear, puis redéfinie en 1977 par John Tukey sous sa forme actuelle, mais peut faire l'objet de certains aménagements selon les utilisateurs. Alors, le principe, c'est quoi? Euh, la boîte à moustache résume seulement quelques indicateurs de position d'une variable étudiée ou bien du caractère étudié. Il y a la médiane, telle que je vais vous montrer, la médiane, interpréter la médiane. Il y a les quartiles, les mines et le max, ou les déciles. Ce diagramme est utilisé principalement pour comparer un même caractère dans deux populations de tailles différentes. Il s'agit de tracer un rectangle allant du premier quartile au troisième quartile et coupé par la médiane. Ce rectangle suffit pour le diagramme en boîte. Je vous montre comment ça se présente. Ici, je vous montre plus mieux l'autre figure. Prenons ceci. Alors, ici, Q3, ça c'est le troisième quartile, hein, bande supérieure. L'extrémité supérieure de la boîte correspond au troisième quartile, tel que vous voyez ici. Ici, l'extrémité inférieure au premier quartile. Ici, vous voyez, ici c'est la médiane, tel que vous voyez un trait là. Ce trait-là représente la médiane. Et la boîte à moustache conserve 50% des données dans la boîte. Dans cette boîte-là, il y a 50% en fait des informations. 50% des informations. OK? Alors, non seulement la boîte à moustache nous permet de détecter des valeurs aberrantes, des valeurs atypiques. Quand nous avons une boîte à moustache, quand des valeurs et regardez les points ici. Lorsque c'est hors point, on peut constater que cette valeur est aberrante. Hein? Des valeurs atypiques. Donc ici, dès qu'on voit les points là, ça montre des données des individus. Tels que si on voit des points qui ne sont pas à l'intérieur de la boîte à moustache, alors on peut détecter qu'il y a des problèmes, notre base de données a un problème. Il y a des valeurs aberrantes, il y a des valeurs atypiques. Donc du coup, ça nous permet de corriger les boîtes. Ça nous permet de corriger les données, de faire un traitement des données. Alors, on va prendre un exemple. J'ai un exemple ici. Je peux vous le montrer. Un exemple, supposons que cette nous donne Q1 égale à 20, la médiane 28 et Q3 égale à ceci.
Alors, intervalle interquartile, hein, interquartile, c'est la différence entre Q3 et Q1. Okay. Nous avons ici interquartile. 35 moins 20, donc ce montant que vous voyez, 15, l'interprétation. 50% des observations centrales, puisque la boîte à moustaches nous conserve 50% des observations, 50% des informations. Donc, on va dire 50% des ménages centrales, 50% des observations centrales sont comprises entre 20 et 25. Dès que vous voyez qu'il y a la borne inférieure qui est premier quartier, la borne supérieure qui est troisième quartier. Donc, 50% des observations centrales sont comprises entre 20 et 65. Soit un intervalle de 15 unités. Hein, c'est ce que nous voyons ici. La différence là, de 15 unités. Cela traduit une dispersion modérée des données autour de la médiane. Comprenez? Voici comment on peut un peu interpréter si nous avons notre boîte à moustaches. C'est dans la boîte à moustaches, nous avons le min, le max, nous avons le premier quartier, nous avons la médiane et nous avons troisième quartier. Et ce graphique nous permet de connaître, on appelle ça comment? De connaître, on appelle ça comment même? De connaître des valeurs atypiques, de détecter les valeurs atypiques. Alors, à présent, on va donc faire ça sous Stata. Vous voyez aussi, voici ce graphique. Vous pouvez faire la pause et observer. Il y a la valeur maximale est là. Q3, ça c'est la médiane, n'est-ce pas? La médiane. Et vous voyez, 25 plus 25, ça donne 50. Donc, de la boîte à moustaches, nous avons 50% des informations, des observations. Et ici, Q1, ils avaient le min. Moustache inférieure, moustache supérieure, hein, c'est 1. Et là, on appelle ça moustache supérieure, ça on appelle ça moustache inférieure. Ici, nous avons la boîte. C'est que le graphique, je vous montre ici. Et on va apprendre à faire sous Stata. Alors, tout plutôt on va faire ça sous Stata. Il y a deux façons de faire. Soit vous allez utiliser une commande, hein, boxplot. Et puis vous mettez boxplot, vous mettez la variable. On peut venir dans graphique. Dans graphique, vous venez dans boxplot. OK, boxplot. Vous allez choisir votre variable. Notre variable d'étude ici, c'est les dépenses. Oui, les dépenses, ainsi de suite. Oh là, il faut effacer. Dépenses, il y a ici, on peut utiliser une catégorie, on peut faire ça par groupe, hein, par groupe, ainsi de suite. Les options sont là, on peut cocher, on laisse ça par défaut, mais on peut donner le titre humain, le titre de notre, voilà. Ici, ce qui est bien, vous pouvez personnaliser avec facilité, hein, le titre de notre boxplot. Vous pouvez dire boîte à moustache, hein, boîte à moustache. OK, moustache. On peut faire ceci. Le sous-titre, ainsi de suite. Hein, on va pas trop mettre du temps. Légende, vous pouvez mettre la légende, ainsi de suite. Ici, vous pouvez coder. Hein, ici, c'est de copier le code. Hein, vous pouvez copier le code ici. Et puis, OK. Voilà. Et sur cette table, voici comment on fait boîte à moustache. Notre titre, le min, le max. Nous avons notre graphique ici. Vous allez voir les valeurs ici. Voici comment on réalise boîte à moustache sur cette table. Sans plutôt faire du code. Et si vous voulez faire le code, CTRL V, j'avais déjà copié, c'est là. Graph box. Vous mettez. Ah, j'ai cliqué sur les dépenses. Pas grave. Revenu, ainsi de suite. Ici, et puis title boîte à moustache. Ça, c'est en code. Mais vous pouvez faire ça simplement en venant ici, voilà, ici, et puis vous mettez la variable. Si c'est vertical, vous cochez ce vertical. Si c'est horizontal, vous voulez faire horizontal. Vous pouvez grouper, vous pouvez faire ça sous forme de groupe. Exemple, ici, je change la variable. Je mets les dépenses. Je mets ça par rapport à, ici, par rapport au groupe de profession. Vous pouvez faire ça par rapport au sexe. Vous divisez graphique à box pour boîte à moustache pour les hommes, boîte à moustache pour les femmes. Donc,
Ici, je prends mes dépenses, je prends les dépenses, ainsi de suite. Je fais ça par catégorie. Groupe 1, je coche. Hein, je fais ça par profession. Je fais ça par profession. D'accord. Ici, il y a des propriétés. Hein, vous pouvez cliquer pour voir plus de propriétés. Hein, des couleurs, ainsi de suite, mais c'est pas intéressant. Bon, vous pouvez faire des modifications. Alors, j'ai fait ça par profession. Tout comme vous pouvez donner la légende, titre, ainsi de suite. Et puis, je copie le code pour vous montrer comment présenter le code. Là, je copie le code. Et puis, OK. Vous allez voir. Voilà. Chaque profession. J'avais les professions là-bas. Voici, dans chaque, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on a au moins beaucoup de professions ici. Là, c'est un peu, voilà, je peux faire ceci. Il y a trop de professions, c'est pourquoi vous voyez, il y a un peu tout. Voilà, le code est là. CTRL V. Voilà. Over profession, et puis ça vous montre ça. Je vois d'abord la base de données. Profession et peu de profession. Voilà. Comptable, manuel. Donc, il va donner boîte à message pour chacun. Comptable, manuel, ainsi de suite. Donc, merci. C'est tout pour cette vidéo. On a vu comment faire boîte à moustache. Ce graphique est vraiment important pour le faire, pour le réaliser. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans les prochaines vidéos pour faire une étude univariée des variables qualitatives. N'oubliez pas de poser toutes vos questions dans les commentaires si vous avez des questions, si vous avez des inquiétudes, ou même si vous avez des cours individuels. N'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Merci.